Pour nous, l'efficacité est la même. Donc là, c'est vraiment une décision consensuelle qui est prise avec le malade. Alors, sur ce fameux Aubagio, dans les études de travail de corps, c'est-à-dire à un moment donné, on prend des groupes de malades qu'on a traités dans la vraie vie, on a 5% d'arrêt de ce traitement pour effets secondaires. Et on voit que la tolérance est probablement meilleure que le Tecfidera. Donc si on devait résumer, Tecfidera marche probablement un peu mieux avec un peu plus d'effets secondaires, Aubagio peut-être un peu moins bien, pardon, mais avec un petit peu moins d'effets secondaires. Donc ça s'équilibre, et là vraiment l'indication de Aubagio Tecfidera est à discuter au cas par cas. Ensuite, on passe sur des traitements dits de deuxième ligne. C'est-à-dire que c'est des traitements plus puissants, mais avec plus de risques. Et donc, il y a un médicament qui s'appelle le Gilenya, ou le fingolimod. Un traitement en comprimé, c'est un comprimé par jour, il y a un seul dosage, c'est 0,5 mg. Médicament très efficace, qui était donné au départ dans les préventions de rejet de greffe. Quand on greffe un malade, le cœur, la première réaction de l'organisme qui reçoit cet organe pour le sauver, en fait, c'est de le rejeter. Vous avez une écharpe dans un doigt, ça va devenir rouge et à un moment donné, elle va être expulsée. En fait, vous avez un corps étranger en vous et votre organisme va le stimuler pour l'expulser. Eh bien, c'est pareil pour les greffes. Les greffes, c'est les lymphocytes. Le fingolimod module les lymphocytes. Et en fait, on a trouvé que c'était efficace dans ce en plaque. Donc, vous voyez, on a pris là sur des patients où ce n'est pas des maladies, c'est le rejet de greffe, hein, c'est même plus des maladies. Ce fameux fingolimod, un mécanisme très original puisque c'est un sécrétateur de lymphocytes. Nos lymphocytes, ils se promènent dans notre sang, on en a à peu près 1200 par millimètre cube. Voilà, quand on va au laboratoire, ils auront entre 1000 et 1500. Voilà. Ça circule. Et l'objectif du Gilenya, c'est d'aller baisser le régime des lymphocytes circulants en les mettant dans la rate. Ce qu'on appelle un sécrétateur de lymphocytes. C'est-à-dire qu'il va aller les cacher. Et s'il les cache, eh bien, ils ne vont pas aller attaquer le cerveau. C'est le principe d'action de ce fameux médicament. Et donc, quand on donne ce médicament, il ne faut pas s'inquiéter quand vous avez un taux de lymphocytes qui est très bas. Parce que c'est le but du médicament, justement. Et donc, souvent, les malades sous Gilenya ont 300, 400 lymphocytes. Pour nous, ça veut dire que le médicament est pris, en fait. Ce n'est pas un signe d'alarme. Le signe d'alarme, c'est quand le taux de lymphocytes baisse en dessous de 200. Votre laboratoire, il va mesurer dans la prise de sang tout ce qui circule dans le sang. Il ne va pas mesurer tout ce qu'on a dans notre corps. Et comme ces lymphocytes sont cachés dans la rate, eh bien, le laboratoire ne mesure pas. C'est pour ça qu'on a des lymphocytes qui sont très bas. C'est une fausse diminution des lymphocytes, puisque la majorité sont cachés dans la rate par le médicament. Est-ce que ça marche? Même principe que tout à l'heure. Oui, ça marche. Ça diminue de 55% le risque de pousser à 2 ans par rapport à un groupe placebo. Donc là, on se dit, tiens, 55% de poussée en moins. Fiabo, m'a dit Aubagio, moins 30%. Tecfidera, moins 53%. Là, ça devient intéressant, c'est pour avoir un médicament plus puissant. C'est ce qu'on appelle les deuxième lignes. C'est-à-dire, première ligne, un peu moins puissant, deuxième ligne, plus puissant. Avec quelques règles de prescription, la première prise se fait en milieu hospitalier, il y a un bilan sanguin à faire, une surveillance. Ça peut faire baisser un petit peu la fréquence cardiaque, la tension artérielle. Donc c'est un bon traitement, mais qui est plus susceptible au point de vue surveillance. Alors, pareil, ce médicament, on le donne depuis début 2012, et donc, au bout de 2 ans, on analyse nos corps, c'est-à-dire que tous les patients en France doivent être dans une base de données qui est anonyme, qu'on appelle la base IMUS, pour mieux connaître la maladie, de façon anonyme bien sûr, mais pour mieux comprendre. Et donc chaque CHU a une base locale qu'on travaille tout le temps et dont on va aller regarder justement les suivis des malades, et ça nous permet d'avoir en temps réel un suivi des patients. Et donc on avait extrait les données en juin 2015, on avait 90 malades sous fingolimod ou Gilenya. Ça, c'était la notion de traitement antérieur. Mais surtout, c'est ça qui est intéressant, c'est dans cette photographie des malades qu'on avait traités, la moyenne des poussées des patients avant le fameux Gilenya était de 1,25 par an. Si vous ne traitez pas des malades, la moyenne d'une poussée, c'est à peu près une poussée par an. À peu près. Il y a des extrêmes, bien sûr, hein. Moins de poussées, beaucoup de poussées, mais en moyenne, c'est une poussée par an.
Une fois qu'on a traité les malades, le taux annuel de poussée après le génia était de 0,28. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des malades, entre guillemets, non sélectionnés, ce n'est pas des protocoles. C'est un malade suivi par un neurologue, une indication de Gilenia, et 2 ans plus tard, on voit ce que ça devient. C'est la vraie vie. Et donc, on voit que dans la vraie vie, ce fameux médicament marche. Puisqu'au départ, avant le traitement, plus d'une poussée par an, 2 ans plus tard, 0,28 de poussée par an. Donc ça marche très bien. Et on a monté des cohortes avec les gens de Lille, Strasbourg, on a exactement les mêmes résultats, sans se concerter. Donc ça veut dire que ça, c'est intéressant comme traitement, et un traitement, encore une fois, simple, un comprimé par jour. Je passe. Alors, on a des raisons d'arrêter le traitement, même sur ces traitements simples. Et donc, sur la cohorte, on avait figé, deuxième partie de l'année 2015, mai 2015, on a eu 13% d'arrêt du fingolimod, donc 11 malades sur 90, 7 malades pour des effets secondaires, qu'on avait listé ici, cutanés, hépatite, et puis 4 malades qui n'ont pas répondu au GNIA. C'est-à-dire que sous ce traitement, ils ont continué à faire des poussées avec des modifications IRM, ce qu'on appelle l'échec thérapeutique ou l'échappement thérapeutique. Je suis bien traité, et bien malgré ça, je vais continuer à faire des poussées et mon IRM va montrer de nouvelles lésions. C'est l'échappement thérapeutique. Et donc, voyant ça, on a monté une étude de multicentrique en France sur justement comment est géré en France l'échappement thérapeutique sur fingolimod. C'est des nouveaux médicaments. Aujourd'hui, notre question, c'est comment on va le mettre en positionnement dans la prise en charge de la maladie. Et on est déjà passé à autre chose en disant, oui, et si je reste génial, qu'est-ce que je fais comme alternative thérapeutique? Et donc, on a toute une cohorte en France, il y a 93 malades connus en France aujourd'hui, qui résistent au génia sur 5000 malades traités, ce qui veut dire que ça marche quand même bien. Voilà, je vais passer sur le titre. Ensuite, on va partir sur d'autres médicaments, toujours des médicaments du lymphocyte, c'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Et ça devient très intéressant. Ce sont des médicaments qui vont avoir une action sélective sur le lymphocyte. Si on regarde un petit peu ce qu'on vient de voir comme médicaments, on va les moduler de façon globale, les lymphocytes. Obajou, Telfidera, on diminue le taux de lymphocytes, le génia va les cacher dans la rate, mais finalement, c'est tous les lymphocytes qui sont concernés par l'action du médicament. Et les anticorps monoclonaux ont comme action une cible d'un médicament. Donc ici, vous avez une représentation de ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Ça, c'est une artère. Donc il y a du sang, en fait. Ensuite, vous avez une paroi qui est étanche, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et ensuite, vous avez le cerveau ici. Cette fameuse barrière, elle est étanche. C'est-à-dire qu'il y a une stricte séparation entre le sang et le cerveau, bien sûr. Mais elle est perméable. Si vous n'avez pas mangé à midi, vous m'attendez parce que j'ai une demi-heure de retard. Je suis souvent en retard. Vous avez du mal à vous concentrer, vous êtes fatigué, vous êtes en sueur. Vous êtes en hypoglycémie. Parce que vous n'avez pas mangé. Il n'y a pas assez de sucre qui arrive au cerveau. Et donc, le cerveau a toujours des échanges avec notre sang, parce qu'il va prendre les particules qui l'intéressent, l'oxygène, le sucre. Mais il va prendre les lymphocytes également. Il va prendre les lymphocytes également, des mauvais lymphocytes qui vont créer la maladie. Il ne va pas faire la différence. Les lymphocytes qui vont passer. Et donc, et c'est là où on reprend le concept de la maladie. Ici, vous avez une grande boule bleue. C'est un lymphocyte qui est activé. C'est un lymphocyte T. Ce lymphocyte, il va les passer dans le cerveau, et pour passer dans le cerveau, il va falloir qu'il s'accroche à une petite protéine qu'on appelle l'intégrine. C'est un peu comme le lierre sur la maison. Le lierre, il va pousser, il faut qu'il puisse s'accrocher avec ses pattes sur le crépi, sinon il ne s'accroche pas. Eh bien, le lymphocyte, c'est pareil, il est activé, il passe dans le sang, il va falloir qu'il s'accroche sur la barrière, et il va utiliser cette petite protéine bleue qu'on appelle l'intégrine. Et le but de l'anticorps monoclonal qu'on appelle le Tizabri ou natalizumab, c'est justement de se mettre entre ce gros lymphocyte et la barrière encéphalique en bloquant l'intégrine. Je vais vous montrer dans le schéma suivant, et vous verrez, c'est un mécanisme très élégant qui, en plus, est confirmé par les études cliniques, en sachant que c'est un médicament qui marche très bien et vite. C'est le même principe que le schéma à l'instant. En haut, vous avez un malade qui n'est pas traité. Le gros lymphocyte T activé arrive, il se lie avec cette fameuse protéine rouge, et il va pouvoir passer dans le cerveau, et il va aller attaquer
des structures neurologiques, notamment la myéline. Ça, c'est le malade qui est traité. Il a ce lymphocyte activé qui veut aller rentrer dans le cerveau, mais là, en fluorescent, il y a le médicament. Il ne peut pas se lier, et il s'en va. C'est un bloqueur de lymphocytes. C'est un bloqueur de la maladie. L'atezumab ou Tysabri, c'est la vidéo versus la photo. La vidéo, c'est je ne suis pas traité, je fais des poussées. La photo, je donne ce médicament, la maladie est bloquée. Donc ça marche vite. Au bout d'un mois, la maladie s'arrête, plus de poussées, plus de modifications IRM. Mais comme toujours, il y a l'envers du décor, c'est que si on arrête ce médicament, il y a un risque de réactivation de la maladie, avec ce qu'on appelle même le rebond. C'est-à-dire que si on arrête le Tysabri, il y a un risque de faire de nouvelles poussées, puisque la vidéo va reprendre son film, donc l'évolution naturelle de la maladie, mais également certains malades vont faire un rebond d'activité, c'est-à-dire qu'ils vont faire des poussées plus importantes. Et donc, le Tysabri est un médicament très efficace, très intéressant, un médicament fondateur de la maladie, mais un médicament compliqué à gérer dans l'indication, dans l'arrêt du Tysabri et le maintien du Tysabri. Ce fameux médicament, c'est une perfusion par mois à 300 mg, c'est le même dosage, quel que soit le poids et la taille, c'est très simple, ça dure 2 heures, donc la réalisation est assez simple, mais par contre, l'organisation neurologique de ce médicament est vraiment d'une finesse, si vous voulez, d'une réflexion importante. Est-ce que ça marche? Même principe que tout à l'heure, placebo versus malade traité, moins de 60% de poussée à 2 ans, et en fait on a montré même que le taux, plusieurs années plus tard, est encore plus abaissé. Ce médicament est donné depuis 2007. Ça, c'est... Alors, les risques de ce médicament, c'est des risques allergiques, mais surtout, la grosse problématique de ce médicament, c'est ce qu'on appelle la lymphe. C'est l'élaboration de la loco-encéphalopathies multifocale progressive. Alors, c'est un peu compliqué. Bon. Quand on voit des malades en consultation, aujourd'hui, c'est une sorte de méningite. Voilà. C'est pas très méningite, mais bon, c'est compliqué. La lymphe, comme nom. Bon. Comment ça s'explique? On a tous été en contact avec des virus, sans le savoir. Souvent, la varicelle, la rougeole, les gens ne s'en rappellent pas. En fait, on fait une position, ils sont immunisés. On ne fait pas toujours les boutons. Et notamment, on est en contact avec un virus qu'on appelle le JC virus. JC virus, c'est les initiales du premier malade décrit il y a 30 ans. Ce fameux JC virus, on l'attrape dans la population générale. On estime que 50% de la population générale a été en contact avec ce virus, mais ne présente aucune manifestation de maladie, parce que voilà, on est en bonne santé, on est un stigmate. Par contre, dans des circonstances d'immunosuppression, des maladies qui n'ont rien à voir avec la santé mentale, le sida, le cancer, la chimiothérapie, eh bien, ce virus, qui est quiescent, peut résurger et a un tropisme, une action contre les structures cérébrales et créer des dégâts neurologiques à type d'encéphalie, ce qu'on appelle la lymphe ou l'encéphalopathie multifocale progressive. C'est une vraie question. C'est le même principe que le zona, vous connaissez tous. Le zona, c'est quoi? C'est la résurgence du virus de la varicelle qu'on a eu dans l'enfance. On a pratiquement tous eu la varicelle, et dans des circonstances d'immunosuppression, fatigue, grossesse, l'âge, soleil, des traitements, des maladies importantes, on fait un zona. C'est que le virus, il ressort. Bouton, douleur, il repart. Eh bien, la lymphe, c'est exactement pareil. Ce fameux JC virus, une personne sur 2 ici, et peut-être moi, nous l'avons en nous. Si on est en bonne santé, ça va bien. Si on a une immunosuppression, quelle que soit sa cause, on a un risque de développer cette fameuse lymphe ou encéphalite. Et ce fameux natalizumab ou Tysabri, comme il bloque les lymphocytes au niveau du cerveau, crée une immunosuppression du cerveau. Avec le Tysabri, on n'a pas de tuberculose, d'abcès, non. L'action est tellement sélective entre le passage des lymphocytes du sang dans le cerveau qui crée une immunosuppression au niveau cérébral par blocage des lymphocytes. Et chez les malades qui ont été en contact avec ce fameux JC virus, il y a un risque à ce moment-là de développer une résurgence de ce virus et donc un risque de lymphe. Et donc, on a toute une stratification du risque, c'est-à-dire que tout patient à qui on se pose la question de donner du Tysabri ou natalizumab,
On doit lui faire déjà une détection du fameux JC virus. Il va y avoir 2 groupes de malades. Négatif, je n'ai jamais été en contact avec du JC virus, une personne sur 2. Le risque de développer une NEP est extrêmement faible à 2 ans, il est de 1 pour 10 000. Donc un risque acceptable. J'ai été en contact avec le JC et je le sais sur la prise de sang, le risque peut arriver jusqu'à 1 sur 91 à 200. Et là, c'est pas du tout pareil. 1 pour 1000 comparé à 1,1% de risque à 2 ans sur une maladie qui est importante, mais qui n'est pas une maladie, entre guillemets, vitale. Et c'est ça la gestion de risque. C'est que dans cette maladie aujourd'hui, il y a tellement de médicaments qu'on gère le risque entre l'efficacité et également les effets secondaires des médicaments. Et donc, toute l'organisation de la prise en charge du natalizumab, c'est à qui je vais donner, eh bien, je vais donner à des malades qui font beaucoup de poussées, ce qu'on appelle les deuxième lignes, mais pas en première ligne, à des malades qui ont détection négative du GC virus, avec un annexe bas, on a affiné une mobilisation, et je ne vais pas a priori le donner à des patients qui ont été en contact avec le GC virus. Et chez les malades en cours de traitement qui ont un index JC positif, eh bien, je me pose la question au bout de 2 ans de continuer ou non ce médicament pour éviter le problème de la nappe. Mais si j'arrête le tilabri, il y a un risque de poussée, voire de rebond. Donc c'est compliqué. Donc c'est là où on rentre vraiment dans des spécificités, les choses évoluant en termes de diagnostic de traitement. Dans la neurologie, il y a à peu près 10 à 12 sous-disciplines, et la sclérose en plaques est une vraie sous-discipline de la neurologie, parce qu'on rentre dans des décisions où il faut vraiment avoir eu beaucoup de malades, avoir de la réflexion, parce que les décisions ne sont pas faciles en termes de bénéfices et de risques. Si on fait un résumé des traitements aujourd'hui disponibles, eh bien, jusque dans les années 2008, on avait les traitements piqûres, c'est le groupe des interférons dont j'ai très peu parlé, parce que c'est des traitements anciens, connus, qui marchent, mais de forme injectable. 2007, en vert, est arrivé le fameux Tysabri, qu'on a appris à découvrir dans la vraie vie, en traitant beaucoup de malades, avec l'efficacité tout à fait remarquable, et les risques de ce médicament maintenant avec la connaissance des JT virus. Il y a un autre médicament dont je peux parler qui est la méthoxantrone, ou noventrone, qui est une sorte de chimiothérapie extrêmement puissante, mais également avec des risques, et qu'on donne de façon aujourd'hui très mesurée dans la maladie. On le donnait beaucoup plus dans les années 2000 et moins maintenant, mais très efficace. Et puis, en vert, les années 2009-2010, où sont arrivées les formes orales. Et actuellement, donc, le fumarat, ou Tecfidera, le fameux médicament qui était donné en psoriasis, le fingolimod ou Gilenya, le médicament qui était donné dans les rejets de greffe au départ, Aubagio, teriflunomide, le médicament dont mon cousin Ella va donner dans la polyarthrite rhumatoïde. Et puis, on a, en rose, des médicaments qui sont en train d'arriver, qu'on est en train, nous, de s'approprier, c'est-à-dire qu'on connaît les résultats des études. Maintenant, c'est le passage dans la vraie vie, de savoir si ça marche. Par exemple, en rose, vous avez l'imtanzumab ou l'imtrana, médicament qui était donné dans certains lymphomes et leucémies, extrêmement efficace dans la maladie, mais là aussi avec des risques importants, thyroïdes et problèmes hématologiques. Médicaments qu'on commence à donner. Aujourd'hui, en France, il y a 60 malades traités par l'imtanzumab, médicaments très puissants et qui souvent évitent de retraiter les malades plusieurs années plus tard, mais contrebalancés par le risque d'effets secondaires. Autre médicament qui est le rituximab ou Mabtera, avec un cousin germain qu'on appelle l'ocrelizumab, c'est les mêmes molécules pratiquement, qui est en train d'arriver dans la maladie, médicament très intéressant, très efficace, qu'on donne depuis longtemps, nous, dans d'autres maladies neurologiques inflammatoires, comme la maladie de Vic, la myasthénie, ou ce fameux Mabtera, on le donne et marche très bien. Il est en train d'arriver en termes d'efficacité dans la sclérose en plaques. Là, vous avez la représentation également de toutes les molécules en cours d'adaptation. C'est des médicaments qui ne sont absolument pas commercialisés. Certains ont simplement des noms de code. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des phases 1 et phase 2. C'est bien avant de laisser chez le patient. C'est de voir la toxicité, notamment animale, toxicité aussi chez l'être humain. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle les phases 3, c'est-à-dire d'essayer de démontrer l'efficacité de ces traitements chez les patients. Et donc, ce qui veut dire que l'avenir est quand même extrêmement prometteur dans les années à venir sur des nouveaux médicaments, puisqu'on est en train de mieux comprendre les mécanismes de la maladie.
Ensuite, vous avez d'autres traitements qu'il faut quand même citer, c'est un peu comme les interférents, qu'on donne, qui ont une efficacité dans la maladie, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Imuren, le CEF7, le méthotrexate. Alors c'est sûr par rapport à des médicaments novateurs comme l'intenzumab, ça fait un petit peu vieux, mais c'est des médicaments de la maladie, ce sont des immunosuppresseurs qui gardent une efficacité comme traitement de fond. Et donc on arrive tout doucement à une modélisation de la prise en charge de la maladie, avec finalement des différentes lignes thérapeutiques. Première ligne, c'est en première intention des médicaments donc interférents ou Aubagio ou diméthylfumarate fumarate ou Tecfidera qui ont des traitements simples, peu d'effets secondaires, peut-être moins efficaces que le deuxième ligne, mais en tout cas qu'on donne en première intention. Si je continue à faire des poussées sous ces traitements, je passe à ce qu'on appelle la deuxième ligne, avec actuellement le fingolimod ou Ginia ou le Tisabric comme deuxième ligne. Et si je continue toujours à résister aux deuxième ligne, eh bien on passe sur la troisième ligne avec là des médicaments de la classe de la chimiothérapie, l'endoxan, l'anoventrol. On rentre dans des médicaments cette fois-ci beaucoup plus puissants et vraiment d'immunosuppression. La question qu'on se donne nous, c'est la place des nouveaux traitements aujourd'hui. Est-ce que dans 5 ans, on proposera toujours des interférents malades? Est-ce qu'on passera d'emblée au traitement comprimé? Ce qui va nous déterminer, ça va être la sécurité au long cours de ces nouveaux traitements. Et là, il faut donner un peu de recul pour être sûr que ces médicaments, plusieurs années plus tard, n'ont pas d'effets secondaires qu'aujourd'hui, on ne soupçonne pas. Ensuite, il y a un concept de traitement de la maladie qu'on appelle le traitement d'induction, c'est-à-dire que là, on voit une maladie qui est très inflammatoire, c'est-à-dire plusieurs poussées en quelques mois, une IRM qui montre plusieurs lésions qui prennent le gadolinium. On n'est plus dans le traitement de fond pour essayer sur un an de chimo de poussée, on est dans un traitement